tu ne peux pas comprendre le rapport colonial et post-colonial si tu ne t'intéresses pas aussi au rapport, pour faire simple, du sexe. Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui aussi peuvent être avec des femmes, coucher avec des femmes blanches, parce que c'est la revanche de l'esclavage, par exemple. Même dans les clips de rap, si tu regardes bien, les vidéo girls ne sont jamais des filles noires à la peau foncée. Ce sont souvent des métisses et des filles à la peau très claire. Ce qui m'interpellait, c'est qu'on réduisait systématiquement, en tout cas d'un point de vue médiatique, les relations amoureuses dans les quartiers à ces histoires sordides. Et en fait, les relations amoureuses n'étaient envisagées que sous l'angle du fait divers et en relatant des histoires de viol, de tournantes, etc. Le gay noir, même s'il est gay, justement, il est vu comme noir. Les groupes les moins demandés sur les sites de rencontres, ce sont les femmes noires et les hommes asiatiques. Parti sur une hypothèse, c'est que tu ne peux pas comprendre le rapport colonial et post-colonial si tu ne t'intéresses pas aussi au rapport, pour faire simple, du sexe, de l'érotisme, du fantasme, de la violence, du viol. Dans le discours colonial, c'est que la construction d'un corps, mais aussi sexué, c'est à quoi sert le corps de l'autre. Il y a pratiquement tout le temps un discours sur le sexe, sur l'utilité sexuelle. Et puis, il n'y a pas une affiche ou une image qui ne donne pas le rapport à la domination sexuelle, à l'offrande sexuelle qu'offrent les colonies. Ça fait partie de la mythologie. Et en même temps, tout ceci s'accompagne d'un discours anti-métissage absolument incroyable dans toutes les capitales coloniales. C'est-à-dire qu'en gros, il y a du cul partout. Je vais faire simple. C'est comme ça qu'on t'attire aux colonies et l'interdit partout. On ne se marie pas. En gros, avec une indigène. Pour faire à peu près simple, on évite d'avoir des enfants, si on a, on ne les reconnaît pas. Donc c'est-à-dire qu'on va très loin. Hein. Même un jour, le droit français va se poser la question en 1926. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On avait parlé un jour ensemble de ces enfants métis, sont-ils français ou non? Et puis surtout, il y a l'inverse. C'est la femme blanche avec un indigène. Alors là, c'est l'interdit absolu. Ce qui est devenu toléré, voire recommandé pour que l'homme blanc aux colonies tienne, parce qu'on comprend que dans cette mécanique-là, sinon il n'irait pas aux colonies, on l'interdit de manière absolue aux peu de femmes blanches qui seraient aux colonies, en disant que l'interdit absolu serait une femme blanche qui se retrouverait avec un homme noir, un homme oriental, un homme asiatique. Cette mécanique-là se met progressivement en place, devient presque une institution, au point que va même émerger, que ce soit aux Antilles, dans les champs esclavagistes par exemple, mais au Brésil de la même manière, des femmes qui auront pour fonction non pas d'être des femmes domestiques, non pas pour fonction d'être des femmes au champ travailleuses, non pas d'être pour fonction des femmes reproductives, même si elles peuvent le devenir, d'être des femmes à maître, qui est un statut en soi, que le droit esclavagiste va identifier. Qu'est-ce qui est intéressant à regarder sur les sites internet? D'abord, c'est ce qui existe en termes de récurrence. En fait, tu constates qu'il y a énormément d'hommes noirs, femmes blanches, parce que qu'est le fantasme, puisqu'avant c'était l'interdit colonial absolu, et qui renvoie à un fantasme sexuel de la domination de l'homme sur la femme. Tu as très peu l'inverse, de voir l'homme blanc avec la femme noire, qui était par définition, je veux dire, l'élément le plus basique, presque le plus banal du système colonial. Tu as très peu ce phénomène-là. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Hein. Pour un homme politique noir, avoir épousé une blanche, et rappelle-toi, c'était pour que l'exemple de la Côte d'Ivoire, la symbolique auquel ça renvoyait, c'était une preuve de puissance, que tu avais pris la femme du blanc, et d'occidentalisation du leader, du chef d'État. Et tous les grands chefs d'État africains, notamment ceux qu'on a vu plusieurs, comme Bongo, avaient toujours une femme blanche. Donc tu vois, tu as ça. Donc ça revient dans la culture populaire. L'exotisation s'est inversée. Même dans les clips de rap, si tu regardes bien, toutes les vidéo girls ne sont jamais des filles noires à la peau foncée. Ce sont souvent des métisses et des filles à la peau très claire. Il y avait un côté très black power, très afrocentriste, où il fallait justement pas être avec une blanche, il fallait être avec des sœurs noires. Et de l'autre côté, il y a eu dans le gangsta rap, il y a eu tout un truc où il y a eu une espèce de gangbang, une espèce un peu de figure de la blanche sacrifiée gangbang dans une espèce de viol collectif. Ça a toujours été une thématique hyper houleuse, scabreuse, et en même temps
qui pour moi un des fondamentaux de la relation de race aux États-Unis, c'est qu'il ne faut pas oublier que la femme blanche a longtemps été le fruit défendu. Une simple relation sexuelle avec une blanche dans le sud des États-Unis conduisait automatiquement le mec au lynchage. Donc déjà, quand ça s'est posé, il y a tout un imaginaire, évidemment, qui est évidemment différent quand tu grandis dans un pays où ton grand-père, les arrière-grands-pères, ton père te raconte des histoires où des types se sont fait violer, parce qu'ils se sont fait lyncher, parce qu'ils sont sortis avec une blanche. Mais évidemment, dans l'imaginaire du blanc des années 30, ça ne pouvait être qu'un viol. Puisque le noir, considéré comme un animal, ne pouvait être objet de désir. Les relations amoureuses n'étaient envisagées que sous l'angle du fait divers et en relatant des histoires de viols, de tournantes, etc. Et ça contribuait finalement à aggraver, entre guillemets, le stéréotype de l'homme arabe et noir comme un être violent, sauvage. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'aux États-Unis, mais je pense que c'est le cas aussi en France, que les groupes les moins demandés sur les sites de rencontres, ce sont les femmes noires et les hommes asiatiques. J'ai l'impression qu'il s'agisse des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes non noirs, les femmes noires sont de toutes les façons moins demandées et que les hommes asiatiques souffrent de tout le préjugé en fait, selon lequel l'homme asiatique ne serait pas sexué ni sexy. Le sentiment que j'ai, c'est que la sexualité des femmes noires fait peur, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut forcément assurer en fait, pour satisfaire une femme noire. Ce qui fait que le pendant de ça, c'est que j'ai le sentiment que certains hommes non noirs, lorsqu'ils sont avec des femmes noires, essayent d'envoyer un message selon lequel, si je suis avec elle, ça veut dire que d'une certaine manière, voilà, j'ai quand même certaines qualités. Donc c'est quelque chose qui me semble assez répandu. Et puis moi, j'ai beaucoup entendu dire que les femmes noires n'étaient pas raffinées, qu'elles n'étaient pas capables de faire preuve de tendresse. Voilà tous les signaux en fait dans l'intimité, que c'était pas forcément des femmes qui allaient se montrer tendres, attentives, attentionnées, etc. Et que ça c'était plus quelque chose qui, selon certains clichés, appartiendrait aux femmes blanches. Et je crois que cette agressivité qu'on accole aux femmes noires en fait les rend moins attirantes et moins peut-être elles ont moins de valeur en fait sur le marché des rencontres. À cause de ça, beaucoup des hommes blancs en fait ont peur, tout simplement peur des femmes noires, ont le sentiment que c'est quelque chose d'éloigné, donc qui peut être un fantasme, mais un fantasme qu'on ne va pas forcément oser aborder. Mais il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui aussi peuvent être avec des femmes, coucher avec des femmes blanches, pas forcément, encore une fois, c'est pas matrimonial, coucher avec des femmes blanches parce que c'est la revanche de l'esclavage, par exemple. Qui vont le dire clairement, que quelque part, ils prennent bien nos femmes, nous on peut bien prendre les leurs, quoi. Donc les femmes ne le vivent pas comme ça. Pour les femmes, je pense que c'est plus... elles vont rechercher quand même l'aspect matrimonial.
parce que c'est quelque chose qui est envisageable. C'est envisageable aussi dans l'autre sens, mais encore une fois, c'est moins présent. Il y a toutes sortes de discours, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont... c'est cette espèce toujours cet imaginaire colonial où la femme blanche où l'homme blanc aussi va être valorisé, aussi parce que d'un point de vue économique aussi, on va dire. Il y a des femmes aussi qui vont rechercher, parce que chez nous, bon, quand on parle des catégories phénotypico-sociales, les béquets restent entre eux, parce qu'il y a ça aussi, les blancs pays, comme on dit, restent entre eux. Ils peuvent se marier avec des personnes de l'extérieur, des blancs de l'extérieur, ou même les métis, non. J'ai connu une personne qui était mariée avec un béquet qui a divorcé au final, à cause de la pression familiale. Donc il n'y a pas de mariage avec les afrodescendants. Il y a peut-être des coucheries, mais il n'y a pas de mariage. Et donc il y a, c'est vrai, cette espèce d'attirance pour le corps clair, donc blanc ou clair de peau, encore chez certaines femmes, encore chez certains hommes. J'en parlais dernièrement avec des amis qui me disaient oui, mais est-ce que c'est pas en train de disparaître? Je dis non, je pense que c'est toujours bien là. Maintenant la différence c'est que les femmes noires, plus foncées en tout cas, elles ne vivent plus le fait d'être plus foncées simplement, ou d'avoir les cheveux plus crépus ou crépus simplement, d'être moins belles ou ne pas être belles, etc. Qui vont aujourd'hui valoriser leur esthétique. Donc du coup je pense qu'elles ont plus confiance en elles et que du coup elles ont des relations amoureuses qui sont moins problématiques, moins pathologiques. Ça c'est bien nouveau et c'est très positif justement pour notre société, pour les enfants qui viennent aussi, parce que de plus en plus d'enfants quelle que soit la nature du cheveu, sont naturels, puisqu'on détruisait parfois les enfants très tôt. Le noir est vu comme noir. Qu'il soit gay, qu'il soit hétéro, qu'il soit dans le milieu gay, il est vu comme noir. Noir avant tout, avec toutes les idées qu'on peut avoir derrière la tête. On se méfie de lui. On va le voir comme une personne qui est là justement pour profiter, pour de l'argent, pour tout cela. C'est vrai qu'il m'a été en tout cas très compliqué de montrer une autre image justement de ce noir gay. Une image d'un noir qui est fier, qui n'est pas là pour prendre, qui est là pour comprendre, qui est là pour aimer également. Et c'est vrai que ça prend du temps. Parce que d'autres vont dire « Ah oui, mais j'ai connu ce noir-là. » Et moi je dirais « Oui, mais j'ai connu ce blanc-là aussi. » Dans les deux côtés, on peut être méfiant. Mais si on mettait la méfiance de côté et qu'on mettait l'humain en avant, on verrait les choses différemment. On s'accepterait mieux.